Bonjour tout le monde, ici Adrien pour une nouvelle émission toute inédite et toute fraîche avec un nom en anglais qui claque sa maman, Sugar Knowledge. Monsieur, c'est quoi Sugar Knowledge? Bon, déjà tu vas te détendre et ensuite tu vas prendre une camomille. Ce joli rouleau est là pour t'expliquer tous les détails. Ici, on parle graphisme, on vit graphisme, mais pas n'importe quel graphisme. Et ouais, surtout l'infographisme. Ouais, mais alors là, l'infographisme, ça existe pas du tout, hein. Ouais, bon, c'est vrai que je me suis un peu emballé. L'infographie, c'est le vrai mot. En gros, ça englobe le web avec ses développeurs et ses web designers, les médias 2D animés ou non comme les dessins animés pour l'animation 2D, et l'illustration pour les paintings, le storyboard et la BD. La pub, ou pré-presse, comme l'indique son nom, c'est tout ce qui se passe avant l'impression. Logo, packaging, photo, affiche ou flyer. Ouais, cool. Et la dernière spécialité de l'infographie qui a marqué un tournant dans l'univers vidéoludique, c'est bien sûr... La 3D. Une boule de feu bleu, sortir mon épée. Chouing. Ah bah c'est malin, j'ai oublié mon t-shirt et maintenant j'ai froid. Ah oui, oui. Oh putain, il est beau ça l'établir. Il faut se barrer. Désolé, j'ai pas de cendrier. Ah mon œil. Monsieur, t'as pas une pièce. Oh, sale soirée. C'est vraiment trop beau. Et grâce à cette mini-émission tutoriel Motion Design Création Sissi David la famille, on va pouvoir mettre en avant les étapes de post-production de façon grossière d'un film et similairement celle d'un jeu vidéo. Et pour sortir des tutoriaux plus ciblés qui traitent uniquement des cas spécifiques, cette vidéo concentrera votre attention sur les gros concepts de la 3D primaire, essentiels pour être autonome tout en s'amusant. Trop bien. Du coup, pour les gens souhaitant se lancer dans un quelconque projet d'une quelconque envergure ou d'une quelconque durée, Quelconque. vous aurez la possibilité d'avoir une vision globale et reculée de ce que demande un projet réalisé de A à Z. Vous réfléchirez donc à deux fois avant de vous lancer dans des plans sur la comète. Wow. T'as vu Jean-Sébastien? J'ai fait un super personnage sur Paint. Wow, il est trop bien fait. Bon, on fait un jeu vidéo. Du coup, éteignez votre téléphone sauf si vous regardez cette vidéo dessus évidemment. Puis enroulez-vous sur votre chaise et servez-vous une bonne part de pizza. Parce que c'est bon la pizza. Mais prenez la pizza avant de vous sangler parce que sinon c'est pas pratique. Et puis pensez à un rafraîchissement. C'est salé une pizza. Une petite bière ou un soda ou Oh, et de puis l'eau. ferme ta gueule. Alors pour commencer ce premier épisode en beauté, on va parler de la modélisation, qui est la première étape de la 3D. Et vu qu'on démarre ensemble, va falloir se mettre au point sur le vocabulaire. Ok. Alors le mesh 3D ou modèle 3D est une enveloppe composée de points permettant d'obtenir des figures simples ou complexes au sein d'un logiciel. Par exemple, ça c'est pas un mesh, ça non plus. Les softwares ou logiciels en français sont différents de l'hardware qui sont les composants de l'ordinateur. Ils sont aussi des programmes informatiques codés via des langages complexes et le plus souvent fenêtrés. On les raccourcit actuellement par soft. Wireframe, Wire ou Structure Filler... le wireframe ou wire ou structure filaire est la composition polygonale d'un objet en 3D. En gros, c'est le truc qu'on manipule pour obtenir un mesh et c'est aussi un peu un des symboles de la 3D. Les vertex, traduits en français par vertices, sont les points qui composent ce fameux wireframe. C'est les petits points là. Les edges ou les arêtes in Französisch sont les segments reliant deux vertex minimum ou plus. Les polygones, quadrangle ou face sont l'ensemble des 4 vertex et 4 edges. Le point pivot, ou Anchor. en anglais, c'est un point dans l'espace qui représente l'emplacement d'un mesh. C'est le point parent de localisation dans le monde. Transformation dans l'espace. Alors, ces transformations sont bêtement le fait de faire bouger un mesh ou un point dans l'espace. Il y a 3 transformations, la translation, la rotation et l'échelle. En mathématiques, le système de transformation est celui des matrices que l'on calcule ici avec 3 axes, x, y et z. C'est normal, c'est de la 3D, donc du coup... Les splines découlent d'un système vectoriel et se calculent donc en vecteur. Ça fonctionne point par point et on peut contrôler son interpolation par type. Par exemple, le type Bézier permettra de contrôler l'angle de son vecteur. En 3D, les splines sont également utilisés pour construire des modèles s'apparentant à des câbles, des fils et d'autres formes plus abstraites. Le workflow n'est pas un outil, mais c'est plutôt une façon de travailler. C'est important de le connaître même dans la vie de tous les jours. Hey mec, c'est quoi ton workflow? Eh ben, c'est tout simple, je travaille d'abord la modélisation, le texturing sur Maya, puis je sculpte sur ZBrush, petit coup de retopo sur Parecote, et hop, je retourne sur Maya, rig et anime, et j'exporte tout sur Unreal 4. Eh merci mec, bonne journée, et pas de soucis, à toi aussi. Ils sont quand même chelous ces mecs-là. Oh oui. Les subdivisions sont des outils capables d'augmenter le nombre de densités de wireframe sur un seul mesh lui donnant un effet d'arrondissement sur sa globalité. Le niveau de subdivision est multiplié par le nombre de points présents sur votre objet. Ils peuvent s'appeler NURBS, hyperNURBS, subdivision surface, Augustin, ou des fois des noms très chelous. Low poly versus high poly. Pour les productions de jeux vidéo, vous entendrez parler rapidement de modèles low poly et high poly. Le low poly contient peu de résolution alors que le high poly a pour but d'être lourdement chargé en détails et peut facilement contenir des milliers de polygones. Attention, l'ennemi, ça monte.
Enfin bref. Prenez par exemple George Clooney, qui lui est un modèle high poly avec énormément de polygones qui a été travaillé par Sculpting. Bah là, il y a son low poly. Bon ok, il est un peu trop optimisé, mais c'est juste pour montrer la différence. Alors pourquoi utiliser des high poly? Eh ben, dans le processus, on va tricher avec des textures détaillées du high poly pour le projeter au mieux sur le low poly allégé. Tricherie et trahison. Le plus low poly possible, tu modéliseras. C'est une des règles les plus importantes à connaître quand on démarre. Plus il y a de résolution sur un modèle, plus il y aura d'informations à calculer. Moins il y aura de high poly dans votre moteur temps réel, moins il y aura de lag lors de la production de votre jeu vidéo. Du côté du cinéma, l'optimisation est un peu moins de rigueur parce que la technique de rendu est le moteur précalculé. Mais bon, ça n'empêche qu'avec un modèle avec 5 millions de poly sera beaucoup plus long à traiter et vous pourrez vous retrouver avec des rendus pouvant durer plusieurs jours voire plus. Voilà, en gros ça c'est un rendu. Bon, ça c'est un peu long, c'est voilà, faut attendre. Ah bah là vous pouvez jouer au jeu de cette famille hein, ou sortir la poubelle, hein, vous avez le temps. Un wireframe propre mettra tout le monde d'accord parce que lors de projets relativement longs et nécessitant une équipe, il y aura plusieurs personnes qui passeront certainement derrière votre travail. Dans le cas où vous produisez un mesh 3D avec un wireframe sorti du cul d'une chèvre, il est fort à parier que s'il faut l'animer, la personne en charge du rigging, celle qui pose les os dans le personnage, et l'animateur ne vont pas pouvoir faire leur travail correctement et vont vous traiter de gros noob, et le travail sera sans doute à corriger ou à refaire. Et quitte à parler d'animation, autant parler des endroits qui vont être animables et construire son modèle en fonction. Le visage et les articulations vont nécessiter plus de polygones afin de pouvoir s'animer avec fluidité. Ne pas oublier non plus que les triangles ne sont pas interdits en modélisation, mais qu'il faut les éviter le plus possible des zones animables. Bon, et tant qu'à parler des trucs interdits, il y a aussi les non-quads. C'est des polygones avec plus de 4 vertex. Eux, ils sont totalement interdits, privés de dessert et bannis de toute modélisation car ils peuvent même faire bugger vos softs. Oui. Les NURBS et les coins sont un exemple parfait de problème occasionné par une subdivision. Prenons par exemple un cube qu'on appellera Francis qui appliquons-lui un NURBS. Vous voyez, c'est plus un cube. Il faut donc protéger son mesh d'un arrondissement total en concentrant des edges autour d'un bord que l'on souhaite préserver. Par contre, ça va pas dire au NURBS qu'il ne doit pas rajouter de résolution sur les bords, non. Mais en revanche, l'interpolation automatique sera plus légère en respectant le maillage que vous lui avez imposé. Voilà le résultat de ce que donne un coin protégé à droite et un coin non protégé à gauche, avant et après le NURBS. La symétrie est un outil fortement utile pendant la création d'un mesh car elle permet de pouvoir s'occuper d'un seul côté d'un modèle sans devoir se retaper forcément l'autre côté. La symétrie d'un mesh 3D sera une plus-value réaliste à votre travail, mais utiliser la symétrie au début de la conception sera un énorme gain de temps pour votre production. Utile que pour un personnage? Non, évidemment. Les objets à base symétrique peuvent aussi impliquer une symétrie, cette fois au quart de cercle ou plus. Et sans transition, bébé canard tout mignon. Et partie par partie, parce que quand on démarre en 3D, on se pose souvent la question de savoir si on construit un modèle avec plein d'objets différents ou non. Par exemple, si on fait un personnage avec des vêtements incrustés sur sa peau, ou alors est-ce que les vêtements sont en tant que second mesh? Eh bah, tout dépend en fait de ce que vous allez en faire. On peut utiliser des vêtements dynamiques, gérés et flottants au gré du vent, simulés par votre moteur temps réel. Est-ce que votre personnage va-t-il se déshabiller à un moment donné? Est-ce que ces équipements doivent être complètement indépendants de son corps? Bah, y a pas de règle spécifique à ça, c'est juste à vous de faire un choix au début pour savoir quoi modéliser et ce que vous aurez besoin pour les étapes suivantes. Allez, maintenant les outils. Alors, il y a le bevel qui est un outil qui permet d'arrondir les bords tout en contrôlant l'angle via le nombre d'edges. L'extrude est un outil très utile pour extraire des faces par rapport à une autre face. Bill. La fusion de vertex ou la fusion de vertex qui permet de fusionner des vertex et des edges entre eux ou de relier deux mèches. Ça sert le plus souvent de clean pour un maillage un peu dégueu. La hiérarchie est un onglet de votre logiciel servant à énumérer le nombre d'objets 3D et outils présents dans la scène. Elle donne accès à pas mal d'options de confort de travail et permet de créer des relations de parentage entre les objets. La sélection est un outil qui permet de sélectionner. Ouais. Il existe différents types de sélection et connaître ces outils et leurs raccourcis est un de gain de temps énorme. La séparation ou la fusion de mesh scinde ou groupe un ou plusieurs modèles 3D. Mais attention lors de l'étape de séparation au sein de certains softs parce que la méthode peut impliquer des vertex isolés qu'il faudra supprimer. Et ça peut aussi altérer des points de pivot et ça faut le savoir. Bon, il y a encore plein d'outils que j'ai pas cités mais pour le reste je vous laisse le soin de chercher sur internet, il y a plein de tutos gratuits un peu partout qui vous l'expliqueront en détail. Bon par contre il y a beaucoup plus de tutoriels du côté anglophone donc pour les gens nuls en anglais, 2 fois plus de travail. La grande partie des UV. Alors les UV ou appelés UV mapping est la projection 2D vers un mesh 3D. Je m'explique. Une texture est une image 2D, donc sur deux axes, X et Y. Sur une image 2D, on peut dessiner ce qu'on veut avec des programmes d'édition d'images comme Photoshop, GIMP ou Paint. D'après une étude norvégienne de l'Institut de la réalisée en 2016, il a été prouvé que son utilisation partielle voire régulière accentue de 7 les risques d'AVC et de maladies coronariennes. N'utilisez pas Paint. Ceci était un message de l'association de jeunesse des droits des graphistes. Hashtag Paint. Mais le problème lorsqu'on veut passer en 3D, c'est que c'est de la 2D. Les UV sont le lien entre les deux. On parle de projection en UV mapping parce qu'on se sert d'une image 2D pour la projeter sur un mesh 3D. Pour commencer léger, on va prendre un cube, qui est l'élément primitif le plus simple. Donc pour dessiner sur notre cube, il faut rendre ces UV plats, parce que quand c'est plat, c'est plus facile de dessiner dessus. Donc on va sélectionner les edges du cube qui vont être les coupures, et ces coupures sont en fait les bords du patron du cube. Bon, je vais pas m'arrêter sur une démonstration de toutes les étapes pour plein de raisons, mais c'est une partie très importante, donc du coup checkez les autres tutoriels sur les UV. Un peu de mal à saisir le concept et vous avez besoin d'un visuel? Pas de problème. Faites le vide et imaginez que vous êtes en train de faire de l'origami, c'est la même chose. Et oui, cet art japonais venant
originellement de Chine et amené par les moines bouddhistes via Koguryo jusqu'au Japon. Trop cool. Origami vient du verbe oru, plier en japonais. Merci Wikipédia. Bref. Et quand les UV n'auront plus aucun secret pour vous et vous serez chaud boulette, vous le ferez sur un personnage ou d'autres trucs encore plus chauds. Et voilà, on a terminé cette première vidéo sur la modélisation dans l'imagerie 3D et c'est que le début. J'ai bien conscience que ce format frénétique est un peu particulier pour apprendre, mais le but n'est pas de vous faire une formation poussée en 3D, mais bien de vous faire une démo rapide et fun de ce qui vous attend dans ce domaine. Pour le prochain épisode, on parlera du texturing traditionnel et des méthodes utilisées actuellement. En attendant, accrochez-vous à vos slips et à vos stylés parce que la 3D, c'est maintenant. Vos slips et vos stylés. T'es vraiment sérieux? Mais C'est quoi non. ça te fait un chier? Ouais, totalement à chier comme Cette ça. punchline des années 2000. Pour Valérie Pécresse, personnellement, j'ai zéro cassé amour les chiottes. propre. J'ai acheté des chaussures Ça va bien hier. dormi. Mais elles sont trop petites. Wow, ok, ça va, c'est bon, j'ai compris. Bon, je vais recommencer, comme ça tout le monde sera content. Bon, sur cette fin plus qu'approximative, je vous souhaite de très bonnes choses dans vos vies respectives. Et pour finir, à bientôt. Salut!